Alors bonjour à tous, ravi d'être avec vous pour la première fois pour ces chroniques du vendredi de l'entrepreneur. Alors moi je vais vous parler d'un sujet qui a déjà été abordé par Melchion sous de nombreux aspects, mais aujourd'hui on va l'aborder sous peut-être un nouvel angle. Il s'agit de la question suivante: comment recruter son successeur? Bienvenue pour cette nouvelle édition des chroniques Melchion pour l'entrepreneur. Tous les vendredis à 10h30, on va parler de sujets qui concernent les entrepreneurs. Donc, grand sujet, la succession. Comment recruter son successeur? Alors, tout d'abord, c'est un sujet qui vous concerne tous. Si vous y pensez, c'est sans doute qu'il est déjà un petit peu tard. Et si vous n'y pensez pas, eh bien, c'est que justement, c'est le moment d'y penser. Car quand vous y penserez, ce sera trop tard. Et donc, heureusement, nous sommes là, Melchion, pour vous y faire penser maintenant, alors que ce n'est peut-être pas encore pour vous une question essentielle, mais en réalité, eh bien, ça l'est. Pourquoi? Parce que d'abord, ça prend du temps de trouver son successeur et d'organiser sa succession. Ensuite, il s'agit d'un enjeu absolument vital. C'est un recrutement évidemment stratégique, mais plus que ça, il s'agit de la pérennité de l'entreprise. Et donc, au-delà des millions d'euros que ça peut représenter, c'est tout simplement une question de vie ou de mort pour l'œuvre que vous avez construite, votre entreprise. Alors, en la matière, il n'y a pas évidemment de règle absolue, mais on peut tout de même identifier un certain nombre de pièges à éviter et un certain nombre de choses qu'il faut avoir en tête pour aborder, gérer et réussir cette succession. Hop. Alors, quelle est la problématique à laquelle vous êtes sans doute confronté? C'est qu'aujourd'hui, vous n'avez pas identifié de successeur en interne. C'est-à-dire que il n'y a aujourd'hui dans votre entreprise aucun héritier naturel. Et dans ce cas-là, il faut absolument profiter à partir de maintenant de chaque recrutement pour augmenter les chances de réussir votre succession. Donc, il y a deux scénarios possibles. C'est dans le cadre d'un recrutement de cadre, eh bien, c'est de recruter quelqu'un qui aurait le potentiel d'être un successeur et qui va être recruté et qui petit à petit va grandir et prendre, je dirais, petit à petit l'ampleur nécessaire. Le deuxième scénario possible, c'est le fils spirituel que vous rencontrez et que vous allez pouvoir intégrer de façon harmonieuse à votre organisation. Alors, oui, en réalité, quel est le contexte? C'est que vous avez une entreprise et vous allez vouloir éviter de vendre cette entreprise. Vous savez que chez Melchion, on préfère éviter on considère que le créateur ne doit pas, autant
faire se peut, vendre son entreprise. Je vous renvoie sur ce sujet à un certain nombre de vidéos qui ont été réalisées. Il y a deux types de succession possibles. La succession dynastique, donc là, il s'agit d'identifier un héritier et c'est cet héritier qui va ensuite prendre eh bien, la succession. Il y a également la succession monastique. Donc là, c'est l'idée d'avoir une organisation tellement forte que finalement, la succession va se faire de façon collégiale et à la tête, l'identité de l'entreprise est tellement forte que, quel que soit le dirigeant, eh bien, il va perpétuer la vie de l'entreprise. Finalement, de quoi parle-t-on? On parle qu'est-ce que c'est qu'une transmission réussie? Eh bien, c'est quand l'entreprise poursuit, c'est quand, par exemple, vous quittez l'entreprise, vous revenez dans 10 ans, eh bien, vous pouvez être fier de la façon dont s'est développée l'entreprise, dont votre œuvre s'est perdurée, a été poursuivie, développée, et dont elle s'est adaptée au temps nouveau, mais dont elle s'est également montrée fidèle à un certain nombre de principes constitutifs de ce qu'elle est. Elle s'est montrée fidèle à son identité. Elle ne s'est ni trahie ni reniée en ce développement. Et donc, on va revenir à cette notion d'identité qui est extrêmement importante dans les recrutements stratégiques. Alors, je reviens à ce slide. Il y a plusieurs cas de figure, mais là, la problématique à laquelle on est confronté, c'est quand il n'y a aucun héritier naturel qui s'est imposé. Et donc, comme je vous le disais, chaque recrutement doit être une chance d'augmenter une succession réussie. Deux cas de figure. C'est à la faveur d'un poste vacant, on recrute un successeur potentiel. Ou bien on rencontre au gré du hasard et des entretiens quelqu'un qu'on identifie comme un possible fils spirituel et on va l'intégrer à l'entreprise. Alors, quels critères regarder pour savoir si on a affaire à un potentiel successeur? Eh bien, contrairement à des recrutements stratégiques où on va surtout s'intéresser, je dirais, au niveau d'expertise, la seniorité, à l'expérience, il faut avoir à l'esprit, quand on regarde le parcours de ces candidats, s'ils ont certaines qualités. Par exemple, savoir surmonter les crises, est-ce qu'ils ont eu à gérer des crises et comment ils ont fait pour s'en sortir. On va essayer de privilégier à chaque fois le côté débrouillard plutôt que le côté bon élève. On va voir ensuite si c'est quelqu'un qui sait bien s'entourer. C'est une grande qualité, une qualité nécessaire, comme vous le savez bien. On va voir s'il est animé par un esprit entrepreneurial. Et donc là, je vous renvoie à l'effectuation. D'une façon générale, on va finalement, l'aspect lisse et stable et linéaire de son parcours n'est pas aussi important que pour disons pour un poste stratégique dans une grande entreprise. Ici, au contraire, la volonté de sortir des sentiers battus, de changer peut être un indicateur positif. Et une expérience même courte n'est pas forcément négative si elle peut s'expliquer par cet esprit entrepreneurial. On va regarder la capacité d'adaptation dont a fait preuve cette personne dans son parcours passé. On va faire attention à la qualité des relations qu'il a nouées avec ses anciens patrons et avec les clients, s'il était en lien avec les clients. On va faire attention, on va regarder s'il a une certaine vision, une hauteur de vue et un objectif de long terme pour lui-même. C'est-à-dire qu'au-delà de la gestion de carrière et d'aller de poste en poste, on va voir s'il est habité par une vision pour lui-même
une vision, je dirais, entrepreneuriale et où il se voit lui-même à terme comme un chef d'entreprise. On va privilégier la jeunesse et la capacité à apprendre. Et on va préférer, à la faveur d'un de ces recrutements, peut-être prendre quelqu'un, entre guillemets, de moins bon et de plus jeune, mais qui aura la capacité à apprendre, qui aura cette capacité et cette humilité aussi, et qui n'aura pas forcément toutes ces idées peut-être un peu préconçues qu'on a au fur et à mesure qu'on acquiert de l'expérience, qui sera encore assez malléable et qu'on va pouvoir finalement former, façonner. En fait, vous voyez bien où je veux en venir, c'est que finalement, par rapport à un recrutement classique où on va faire attention aux compétences techniques, à l'expertise métier, à l'expertise sectorielle, eh bien, ici, on va avoir en tête et on va lire finalement le CV et le parcours de la personne au prisme du savoir-être. Évidemment, il faut qu'il ait un certain nombre de compétences techniques, de savoir, mais l'important, ce qu'on va essayer de rechercher, c'est un savoir-être. Et pourquoi ce savoir-être? Parce qu'il faut que ce savoir-être soit finalement compatible avec vous-même et avec l'entreprise que vous avez créée, que vous dirigez. Et donc, c'est cette compatibilité avec l'entreprise qui est absolument déterminante et qui va faire que ce recrutement va être une façon de maximiser les chances d'une succession réussie. Alors, le deuxième aspect de la chose, c'est la culture justement d'entreprise. C'est du côté de l'entreprise, que faut-il faire? En fait, pour réduire au minimum le delta qu'il peut y avoir entre, d'un côté, la culture de votre entreprise et de l'autre, la culture ou la personnalité de la personne que vous allez embaucher, il faut extrêmement bien, le mieux possible, définir quelle est son identité, savoir qui on est pour attirer à soi des gens proches de soi. Et donc, ça nécessite de déterminer quelle est son identité, quelle est sa culture d'entreprise. Et donc là, évidemment, je renvoie également à des choses qu'on a abordées souvent chez Melsion, c'est-à-dire comment définir son identité d'entreprise, sa culture d'entreprise. Il y a un outil très puissant qui est la trifonctionnalité et qui permet de savoir qui on est, en particulier par rapport aux autres acteurs de son marché. Est-ce qu'on se comporte plutôt, comme le dit la trifonctionnalité, comme un souverain, comme un guerrier ou comme un producteur? Ça induit un certain nombre de comportements, surtout un état d'esprit. Et c'est très important de savoir qui on est pour attirer et repérer les potentiels successeurs quand ils passent. Et donc, en fait, il faut être en état de veille permanent pour ne pas risquer de laisser passer une personnalité qui soit compatible, qui corresponde à tous les critères que j'ai listés précédemment. Donc, dynamique entrepreneuriale, plutôt jeune, une capacité à apprendre, une vision de long terme, une hauteur de vue, et qui soit également rapidement compatible avec l'entreprise et que vous puissiez faire grandir. Alors évidemment, plus vous allez avoir de gens comme ça dans votre équipe interne, mieux ce sera. C'est-à-dire que en fait, il faut avoir dans son équipe de dirigeants rapprochés un maximum de potentiels successeurs pour avoir le choix, et puis surtout parce que ça prend du temps et on ne sait pas ce qui va se passer, et il y a de fortes chances pour que finalement les espoirs mis sur certains ne se réalisent pas. Donc il faut maximiser les chances, et donc il faut qu'à chaque recrutement, ce soit vraiment l'occasion de recruter un potentiel successeur. Alors, une fois qu'on l'a recruté, quelqu'un qu'on pense être un successeur potentiel, eh bien, il faut surtout ne pas le lui dire. C'est très important
pour ne pas créer justement cette double désillusion du côté de votre côté à vous, entrepreneur. Finalement, il n'est pas forcément à la hauteur des espoirs que vous aviez fondés, mais pour autant, c'est peut-être un très bon directeur commercial ou un très excellent directeur financier. Donc, vous n'avez pas forcément envie de vous en séparer, mais voilà. Et de l'autre, du côté de la personne recrutée, eh bien, si vous lui aviez dit je te recrute parce que tu vas un jour reprendre la boîte et que 5 ans plus tard, il va se sentir trahi. L'autre chose à faire quand on a recruté un potentiel successeur, c'est qu'il faut bien l'intégrer. Enfin, il faut avoir imaginé une sorte de parcours d'intégration pour lui permettre de grandir petit à petit au sein de la société. Donc là, il y a 2 cas de figure. Soit c'est quelqu'un d'assez jeune, et dans ce cas-là, il faut que lui donner la possibilité de faire ses preuves. Donc vous l'envoyez gérer une filiale, développer un nouveau projet. En fait, vous l'envoyez développer une mission pour qu'il puisse dire bon, ça je l'ai fait. Et puis ensuite, vous le mettez à un poste de direction transverse. Soit il est plus âgé, et vous le mettez directement à ce poste de direction transverse comme directeur financier ou directeur logistique ou directeur marketing à un haut niveau, ce qui lui permet de voir tous les aspects, d'être en contact avec tous les pans de l'entreprise, et vous passez un maximum de temps avec lui, il vient le maximum de temps dans votre bureau, et il apprend à vos côtés. En fait, il faut bien comprendre que vous n'allez pas être son supérieur comme dans le cadre d'un recrutement classique, mais vous allez être son mentor, son coach. C'est tac, tac, tac. Alors, oui, c'est-à-dire que l'important, ce n'est pas tant ce qu'il sait aujourd'hui, mais c'est ce que vous allez pouvoir lui apprendre et lui transmettre. Votre objectif ne va pas être qu'il fasse ce que vous lui demandez de faire, mais que vous lui fassiez progressivement confiance pour vous remplacer dans différentes fonctions. Et ce qui vous permet également de le mettre à l'épreuve. Donc, il faut qu'il puisse fonctionner avec les équipes en place, se faire accepter par les collaborateurs clés. Et puis, tout ça parce que, en fait, il faut que vous puissiez lui transmettre les codes, les attitudes à adopter. C'est ainsi que vous en ferez un élément fondamental de la pérennité de votre entreprise. Évidemment, il y a quelque chose qui est très important, c'est d'incorporer le temps long. Il faut que chaque recrutement, pour vous, ce soit l'occasion de se projeter à très long terme avec la personne. Vous ne pouvez pas avoir ce luxe d'embaucher des gens qui vont rester seulement 2, 3, même 5 ans pour réaliser une mission ponctuelle et puis ensuite repartir. Il faut qu'à chaque fois, ce soit quelqu'un avec qui vous puissiez vous dire, eh bien, il va rester jusqu'au bout, je dirais, dans en tout cas, un temps long dans l'entreprise. L'idée, c'est avec ce pool, ce vivier de collaborateurs qui seront des potentiels successeurs, de faire éclore ensuite un primus inter pares, de façon donc il faut muscler son équipe interne pour qu'elle puisse durer après vous et puis que de celle-ci émerge quelqu'un qui puisse prendre la tête. Donc, la conclusion, c'est que c'est un recrutement très spécial. Finalement, vous n'allez pas recruter un cadre classique, c'est finalement quelque part le fils spirituel que vous cherchez. Et vous le savez bien, si vous écoutez régulièrement les chroniques Melsion, vous cherchez finalement une sorte d'entrepreneur, un peu quelqu'un comme vous, et vous savez bien que c'est quelqu'un d'un peu spécial, qui est mu à la fois par un grand désir de réalisation et également un grand désir de liberté. Donc, ça n'est évidemment pas un salarié classique. Donc, ça n'est pas un recrutement classique. Et il faut en plus, dans ce cas de figure, que cet entrepreneur, que ce fils spirituel soit compatible avec votre culture d'entreprise.
Donc, ce qui rajoute une dimension et une difficulté supplémentaire dans ce recrutement. Mais la chance que vous avez, c'est que vous allez forcément avoir dans les années qui viennent des recrutements stratégiques à faire. Et à chaque fois, ce sera l'occasion pour vous de maximiser les chances de réussir votre succession. Alors, dernier conseil, c'est que vous l'avez bien compris, c'est quand même quelque chose de très spécifique et de difficile. Et donc, il faut idéalement vous faire accompagner par un expert de ce type de recrutement stratégique qui a l'habitude de travailler avec des patrons de PME, de TI, et qui a l'habitude de réfléchir et de définir avec eux leurs besoins et de réaliser les recrutements à la lumière de cet enjeu vital pour votre entreprise. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Adrien. Hop, on va arrêter le partage. Donc, Adrien, je pense que ce que tu nous décris est très intéressant, et peut-être tu peux nous aider sur la question de cette difficulté qu'il y a d'avoir à la fois quelqu'un qui soit un entrepreneur pour nous reprendre, mais à la fois quelqu'un qui soit suffisamment patient, ou en tout cas capable de se mettre dans le moule, dans le temps, les 5-10 ans qu'il va falloir pour qu'il soit capable de suivre. Est-ce que tu as des idées là-dessus, des éléments, des choses, des conseils à nous donner? Oui, moi je privilégie mon expérience m'amène dans le recrutement, mais m'amène à privilégier la piste, si possible, de quelqu'un de plutôt jeune, comme je vous le disais dans la chronique. Par exemple, sur un poste donné, je sais pas, de directeur commercial ou de directeur industriel, eh bien, il faut peut-être privilégier, entre guillemets, quelqu'un de moins bon techniquement, mais qui sera plus dans un mode d'apprentissage et qui sera mû par une vision de long terme, et qui aura peut-être moins d'idées préconçues, et donc qu'on va pouvoir prendre le temps de former, et qui va prendre patience, parce qu'il sait, même s'il est mu par une certaine ambition, un objectif de long terme, comme on l'a vu, il sait qu'il a besoin d'apprendre. Et je crois que ce critère, et je vais peut-être pas insister suffisamment là-dessus, c'est-à-dire qu'il faut qu'on détecte chez cette personne la conscience qu'il a d'avoir à apprendre. C'est ce qui va lui permettre, entre guillemets, de ronger son frein, parce que il va comprendre que il n'a pas encore le niveau, même si il en est convaincu et qu'il est habité par cette conviction profonde, et c'est ce qui transparaît quand on lui parle. Mais il va pouvoir prendre le temps, et il sait que, en fait, il y a un temps incompressible où il doit, d'une part, faire ses preuves, se faire accepter par les autres, pour ensuite pouvoir prétendre à prendre la suite de l'entreprise. Le deuxième cas de figure, c'est quand on recrute quelqu'un de plus senior, de plus âgé, et dans ce cas-là, eh bien, c'est vrai que c'est plus compliqué, parce que on aura moins le temps de lui apprendre les codes, les comportements, les attitudes, et peut-être qu'il peut être perçu comme un étranger, et donc on ne pourra pas l'imposer, disons, de façon naturelle. Mais enfin, ça peut aussi se faire avec ce que j'évoquais, c'est-à-dire un parcours d'intégration où il va falloir qu'il rencontre l'ensemble des collaborateurs pour se faire accepter d'eux. Et donc, c'est aussi possible de le faire avec quelqu'un d'un peu plus âgé, à condition de vraiment réussir son intégration dans l'entreprise. Et en tout cas,
très important et très intéressant, c'est la, la nécessité d'être dans l'humilité. C'est quelque chose qu'on voit bien à tous les niveaux du management. On ne peut faire de la vente correctement que si on est dans une position d'humilité, puisque c'est que comme ça qu'on peut écouter son acheteur. On ne peut faire du management de manière correcte que si on est dans une position d'humilité, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on on perçoit les problèmes et qu'on nous les communique. Et donc, toi, tu ajoutes le fait qu'un nouveau venu va avoir besoin de ça pour rentrer dans les codes de l'entreprise. Oui, et j'ajoute que il faut avoir une idée, il faut que l'entrepreneur et le chef d'entreprise ait une idée très claire aussi de de l'identité de son entreprise. Il faut que... Frédéric, finalement, c'est mort pour les anciens d'HEC. L'humilité n'étant pas là, ils ne pourront jamais être des bons managers. Alors, je suis passé par cette belle maison également. C'était un commentaire comme ça en l'air.